Smart et Réglo, le droit, rien que le droit avec des experts et des avocats. Aujourd'hui, Djilali Mazzouz, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat associé en droit social au cabinet McDermott, Will & Emery. Je l'ai bien dit ? Absolument. Vous avez vu, j'ai mis un petit accent anglais. On va s'intéresser avec vous à l'intégration des salariés, c'est-à-dire leur capacité de pouvoir rentrer dans une nouvelle structure parce que deux entreprises ont fusionné, ça arrive extrêmement fréquemment. D'abord, c'est quoi pour vous l'avocat ? Parce que vous accompagnez ces entreprises et vous leur donnez des conseils. C'est quoi une fusion réussie ? Alors une fusion réussie, c'est un objectif atteint. Et lorsque deux entreprises fusionnent, elles ont un objectif qui est un objectif économique. Mais pour pouvoir atteindre cet objectif économique, il faut qu'elles s'assurent de réussir une triple intégration. Une intégration bien sûr juridique. Il y a deux sociétés, il n'en restera plus qu'une. Une intégration opérationnelle, à l'évidence. Il y a deux business. Ces business vont en faire un, plus puissant, plus fort, plus efficace. Et également, ce à quoi peu de gens pensent, une intégration culturelle. Car pour que tout cela fonctionne, il faut une intégration culturelle. Une entreprise, c'est une âme. Deux entreprises qu'on fusionne, c'est deux âmes qu'on fusionne. Alors, les salariés sont souvent informés avant même que la fusion ait lieu. Ils savent que ça bouge dans l'entreprise. Ça, c'est les discussions de couloir. Puis un jour, ça se fait. Et puis un jour, on les convoque et on leur dit, voilà, nous avons fusionné. L'entreprise s'appelle maintenant Intel. Et nous allons... Alors, ça commence d'abord tout simplement par revoir votre contrat de travail. Absolument. Alors, là, c'est le début. C'est le début. Une des clés de la réussite, c'est d'assurer une communication pléthorique. À la fois avec les représentants du personnel, en amont, pendant et durant la mise en œuvre de l'intégration, mais également avec les salariés. La dernière chose à faire, c'est de se retrouver avec des salariés qui découvrent la fusion, qui s'interrogent sur leur futur. Pourquoi ? Parce que l'objectif n'est pas atteint, on a du stress à la place de l'enthousiasme. On n'a pas communiqué en amont. Absolument. Quels sont les... Alors ça, c'est un sujet important parce que là, c'est l'avocat et on arrive donc sur le conflit juridique. Qu'est-ce qui peut se passer ? On a bien vu le cas de figure où tout se passait bien. On a tout fait bien. On a expliqué, on a communiqué, on a préparé les salariés. Les sources des conflits juridiques, c'est quoi en cas de fusion ? Des salariés qui ne veulent pas signer le contrat de travail, qui ont un salaire plus bas, on revoit leurs conditions de vacances, leur durée de vacances ? Alors, bonne question au pluriel. Il y a des choses sur lesquelles le salarié peut intervenir, d'autres sur lesquelles il n'a strictement rien à dire. Et en particulier son contrat de travail, la fusion, c'est un article 1224-1 du Code du travail, la fusion emporte le transfert immédiat, automatique et obligatoire du contrat de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas matière à rediscuter ou à renégocier. J'étais dans une société A, je vais être intégré dans une société B, mon contrat de travail se poursuit. Alors ce sont des avantages dont je parle à l'instant, puisque mon ancienneté va être reprise, mon salaire sera maintenu, ma structure de rémunération variable fixe sera maintenue, donc ça c'est une garantie. En revanche, ce qui peut se passer lorsqu'on fusionne deux communautés salariales, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui n'étaient pas sur les mêmes barèmes, et avec des discriminations, par exemple, objectives. Moi, je suis payé 80, mon homologue qui a la même ancienneté que moi, les mêmes expertises que moi, est payé le double. Parce que la culture d'entreprise d'en face n'était pas la même. Exactement, la culture d'entreprise d'en face n'était pas la même. On était plus généreux dans l'une, un peu plus pingre dans l'autre. Donc il y a toujours un peu un perdant et un gagnant. Il y a toujours un perdant et un gagnant, mais la loi est là qui rappelle qu'on ne peut pas vivre en situation de discrimination injustifiée. Par conséquent, l'une des tâches des entreprises fusionnées va être de s'assurer qu'il n'y a plus de discrimination, c'est-à-dire d'aplanir les difficultés potentielles et de veiller à ce que les salariés soient grosso modo dans la même grille, grosso modo sur les mêmes barèmes de salaire, parce que sinon on est en situation de risque de discrimination. Djilali, ça c'est un travail que vous menez les avocats en amont. J'imagine que tout ça doit être bordé presque simultanément avec la constitution d'un nouveau statut juridique. Tout ça est fait en amont. Absolument. Très concrètement, la fusion, en tout cas dans l'esprit du grand public, c'est souvent perte d'emploi. On dit des entreprises qui fusionnent, ce sont des services qui se marient. Parfois, il y a des redondances. C'est une grosse inquiétude pour les salariés, ça aussi. Globalement, l'employeur peut aussi se délester d'un nombre de collaborateurs parce que, voilà, il y en a trop. Oui, l'intégration, c'est aussi parfois une forme de désintégration. Eh oui. Et de désintégration de la communauté salariale. Parce que lorsque deux entreprises se marient, de deux choses l'une. Soit elles sont complémentaires. L'une a besoin de l'autre, l'une a des services que l'autre n'a pas. Et dans ce cas-là, on maintient tout le monde. Là, ça va. Là, ça va. Lorsqu'en revanche, on a deux services informatiques, deux services financiers, deux services opérationnels, il est possible
que l'addition des deux amène à des redondances de postes, pour le dire un petit peu subtilement. Et donc, l'intégration va passer par une désintégration d'une partie du personnel, avec une réorganisation et potentiellement des licenciements, voire même des licenciements collectifs avec une mise en œuvre de plans sociaux. Avec des PSE, ce qui arrive fréquemment, parce que souvent Fusion, c'est le plus gros qui rachète le moyen, et c'est des batailles de concurrence et de concentration, et donc de fait, il y a des pertes de salariés. Avant de nous quitter, Djilali, je voudrais quand même que vous nous donniez un ou deux conseils aux employeurs, parce que c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Alors, je donnerai deux conseils. Le premier, c'est d'ouvrir le capot. Avant d'acheter, on ouvre le capot, on regarde le moteur. Pourquoi ? Parce que c'est une route longue qu'on va avoir à mener, à faire. Et lorsqu'on achète une entreprise, il faut regarder si le carburateur va nous amener là où on veut aller, ou bien si ce qu'on achète, en réalité, ce sont des pièces détachées qui ne serviront à pas plus de 100 km. Donc, il faut véritablement identifier les anomalies, les risques, de manière à pouvoir réaliser l'intégration de manière positive, c'est-à-dire aplanir ces risques. Bien sûr. Et pour pouvoir les aplanir, il faut les connaître. Donc l'audit est fondamental. Un gros diagnostic moteur. Un gros diagnostic. Pour être sûr que tout ça ira au bout. Est-ce qu'il y a des éléments, vous, qui accompagnez ces entreprises, où tout partait bien, et puis vous dites, vous, l'expert juridique, l'avocat, je pense que là, on est sur un gros risque, ça ne marchera pas? Est-ce qu'à un moment donné, vous dites, attention, si vous continuez, on prend un risque? Alors, on passe notre temps à dire attention, on est paranoïaque. Oui, l'avocat dit souvent attention. Oui, on est paranoïaque par nature, c'est notre métier, on est payé pour ça, on est payé pour repérer les pièces du moteur qui risquent de lâcher. Même quand elle n'a pas lâché, parfois vous dites, elle peut lâcher celle-là. Alors, le bon avocat ne dit qu'elle va lâcher que lorsqu'elle a potentiellement le risque de lâcher. Mais on essaye, on a des grilles, vous savez, de risques, on les qualifie de faibles, moyens, très importants. On essaie de les chiffrer également. Et la réalité, c'est que l'employeur, quand il est intéressé par un business, il l'achète. Si ce business est un moteur avec des pièces à rechanger, ça se négocie dans le prix. Et dans des garanties de passifs également. C'est-à-dire que vous allez énumérer le nombre de problèmes moteurs que vous avez listés et qui vient évidemment jouer dans la négociation financière. Absolument. Il y a beaucoup de fusions. Là aujourd'hui, vous êtes évidemment au contact des entreprises. Est-ce qu'on est dans une mécanique, avant de nous quitter, d'idée de fusionner, de grossir, de gagner en croissance par l'externe? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a un peu un statu quo sur ces sujets-là? Non, il y a une dynamique économique dont on côtoie la réalité au quotidien. Ce sont souvent des prises de participation, les unes minoritaires, les autres majoritaires. Oui, c'est pas forcément une fusion. Et la fusion est un des modes d'opération économique qu'on rencontre. Oui, il y a d'autres étapes. On peut prendre du capital sans pour autant fusionner dans une même entité juridique. Puisque précisons que la fusion, c'est deux qui n'en font plus qu'un. Absolument. Merci Djalali Mazzouz d'être venu nous éclairer sur cette question de la fusion. C'est un sujet à suivre parce que la rentrée, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent déjà à observer le marché. Avocat associé en droit social au cabinet McDermott, Will & Emery. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, juste après, c'est le Rex du mois avec Frédéric Foulera. Je vous l'attendais évidemment, le directeur de la communication et RSE de Foncia. On parle de l'inclusion avec Frédéric et c'est le Rex du mois et c'est tout de suite.